Bonsoir à toutes et à tous. Je vais attendre que certains d'entre vous se manifestent. Bonsoir frère Daniel. Tohu, l'homme aux mains d'or, descendant direct du Dahomey. Les autres également. Vous m'excuserez si je ne prends pas le soin de tous vous citer. Le cœur y est. Néanmoins, je n'ai pas la diction d'Eminem. En tout cas, soyez les bienvenus. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour ce décalage horaire. Non pas que je sois camerounais jusqu'au bout des os. C'est simplement que Madame Hidalgo nous fait la surprise de créer des labyrinthes dans la capitale, sans nous prévenir, si bien que par moment, eh bien, on pense que la route est tout droite et en définitive, on doit emprunter des chemins de traverse. Bref, me voici. J'espère que vous l'êtes tout autant enthousiaste, ou en tout cas à l'écoute. Comme la semaine dernière, je vais attendre que nous soyons l'équivalent à peu près de 50 pour ouvrir les hostilités, même si je vais quand même déjà brièvement vous évoquer le sujet que je souhaiterais aborder avec vous ce soir. Un sujet qui mérite, qui nécessiterait un séminaire, voire même au moins une année universitaire entière. Raison pour laquelle on ne va faire que le soulever, l'effleurer sous 2-3 différents angles avant de revenir dessus à un certain nombre de fois à l'avenir. C'est la thématique de la liberté. Notre communauté y est très attachée de par son histoire. En revanche, une confusion s'est glissée au cœur même de cette thématique et qui n'est pas sans conséquence. Et vous allez le comprendre si vous n'aviez pas déjà compris de votre côté. En tout cas, moi, je vais faire l'effort de vous exposer de façon pédagogique ce que renferme cette notion et surtout où se situe la confusion et pourquoi nous en sommes, en tout cas beaucoup d'entre nous, les victimes. Donc là, on arrive à se hisser à 27, nous sommes 30. Je vais attendre un petit peu, encore quelques minutes. Si vous avez des questions, les masterclass qui te mettent KO. En tout cas, là, ce ne sera pas aussi long qu'une masterclass. D'ailleurs, pour celles et ceux qui veulent s'inscrire pour la prochaine masterclass, direction la planète Logos, qui se tiendra le 6 août prochain, dimanche, en visioconférence. Il reste encore quelques places, bien que les places soient limitées par souci de pédagogie. Et à l'occasion de cette masterclass, je vous transmets les règles d'or qui vous permettent de prendre le pouvoir sur votre super pouvoir, à savoir votre Logos, en sachant qu'il existe bel et bien des règles qui structurent la logique et qui sont implacables, qui ne dépendent pas d'une volonté, d'une religion, d'une couleur de peau, et qui pourtant déterminent votre rapport au réel, à commencer par votre rapport à l'écriture, votre rapport aux institutions, votre rapport à votre capacité à démontrer, à convaincre. Voilà, mais nous verrons tout ça, en tout cas, si vous êtes du voyage, à l'occasion de la masterclass, et vous en ressortirez totalement chamboulé. Je n'ai qu'une parole, celles et ceux qui y ont déjà assisté ne cessent d'en témoigner. Alors nous hissons timidement, nous sommes à 35, sollicitez vos frères, vos cousins, dégainez vos multiples téléphones. Alors si vous avez d'ores et déjà des questions, n'hésitez pas. Je tâcherai d'y répondre avec la plus grande précision. Que ce soit sur la thématique du soir, sur une de mes dernières vidéos, ou éventuellement sur une thématique que vous souhaiteriez aborder. Alors, rebonsoir à tout le monde, évidemment. Alors, bon, nous hissons à 40. Je ne vais pas non plus trop abuser de votre patience pour celles et ceux qui sont déjà là, qui me font l'honneur de leur présence. Quelle est la thématique du soir ? La thématique du soir,
Alors, est-ce que je pourrais l'inscrire quelque part ou pas? Parce que je m'y connais pas, hein. Vous m'excuserez mon côté homme de Cro-Magnon devant les lives. En règle générale, je participe, mais je les anime pas forcément. La thématique du soir, c'est la liberté. C'est la liberté. En sachant qu'il existe deux définitions de la liberté. On a d'un côté la libération et de l'autre la liberté. Et nous allons voir, comme j'ai tenté de le faire à travers la petite vidéo que j'ai postée aujourd'hui, et que je vous invite, si ce n'est pas déjà le cas, à visionner, que cette confusion n'est pas sans conséquence. N'est pas sans conséquence. Alors je vais encore attendre 1 minute ou 2, si ça ne vous dérange pas. Alors l'affaire Macomet, oui, on s'en souvient, c'est l'affaire qui est à l'origine du film La haine de Mathieu Kassovitz, du nom de ce jeune d'origine congolaise qui en 1993, au détour d'une garde à vue, hélas, y a laissé la vie dans le cadre d'une bavure policière, alors qu'il était enchaîné à sa chaise. L'inspecteur qui l'interrogeait a craqué. Et surtout, quelques années plus tard, au moment du jugement, il a été, le policier en question, très légèrement puni, à savoir inculpé de 8 années pour... il était responsable de la mort, mais n'ayant pas eu l'intention de la donner. Donc vraiment, ça a créé un scandale. D'une certaine façon, la famille a hurlé. Et c'était une énième manifestation de l'impuissance de notre communauté. Et surtout, ça faisait écho à cette phrase, vous savez, de La Fontaine, hein, dans cette fable, hein, que vous soyez puissant ou misérable, la justice vous rendra blanc ou noir. En sachant qu'à l'époque, blanc ou noir, ça voulait dire innocent ou coupable. Dans la bouche de La Fontaine, qui, paraîtrait-il, aurait récupéré les fables d'Ésope. Bon, bref, ça c'est pour la petite parenthèse. Et certains disent, oui, l'histoire se répète. L'histoire se répète. Après, si on va aller jusqu'au bout du raisonnement, l'histoire se répète. C'est vrai, concernant Macomet, même si c'est pas tous les jours non plus. Hein, il ne s'agit pas de tomber dans une espèce de marasme ou une espèce de sinistrose. Quand on est en France, en tant qu'afro, on a quand même beaucoup d'opportunités. C'est pas non plus un enfer sur terre. C'est pas le paradis non plus. Néanmoins, il y a des opportunités. Si on se retrousse les manches, si on cultive le logos à travers la lecture, à travers les études, si on visite plus les musées et les bibliothèques que les halls d'immeubles, je peux vous assurer qu'on se retrouve vraiment, à moins d'être maudit, on ne se retrouve pas dans une situation tragique, que ce soit devant le pistolet d'un policier ou devant le pistolet d'un concurrent de drogue. On sait ce qui se passe à Marseille ou ailleurs. Alors, donc, bon, je pense que j'ai abusé de votre patience. Nous allons démarrer la thématique du jour, la liberté. La liberté. Alors, si celles et ceux qui veulent participer, hein, n'hésitez pas à lancer une invitation. Si vous avez aussi votre part de réflexion, votre pierre à l'édifice, elle sera bien évidemment la bienvenue. C'est une table ronde ici. Ce n'est pas en tant que tel un cours magistral. Alors, la liberté, c'est une notion, j'allais dire, centrale. Déjà, il faut savoir que le monothéisme, donc le judaïsme, le christianisme et l'islam auraient, selon certains chercheurs, pour origine théologique, une religion, on va dire, primitive, qui vouait un culte au Dieu liberté. Au Dieu liberté. Ce serait, dans l'histoire de l'humanité, le premier vrai Dieu monothéiste, même s'il y a eu Aton du côté de l'Égypte antique. Néanmoins, le Dieu liberté, en termes d'abstraction, c'était le premier Dieu qui aurait ensuite donné naissance à l'abrahamisme. Tout ça pour vous dire que la notion de liberté est fondamentale, bien évidemment. Simplement, il se trouve qu'il existe deux types de liberté. La liberté corporelle, celle qui consiste à se déplacer, et la liberté psychologique, la liberté immatérielle. Alors, si je vous donne les noms de Toussaint Louverture, les noms de Boukman, de Samori Touré, de l'Almami Béhanzin, de Nelson Mandela,
de Thomas Sankara, de Sékou Touré. À quoi cela va vous faire penser? Très certainement à l'idée de combat pour la liberté. Combat pour la liberté. Après, j'aurais pu étendre la liste à Fidel Castro, à Robespierre d'une certaine façon, la Révolution française. Et la liste est longue. La liste est longue. La liste est si longue que le combat politique pour la liberté traverse l'humanité au moins depuis, on va dire depuis 400 ans. Au moins depuis 400 ans. Pour la liberté des peuples face à un régime tyrannique, que ce soit un régime autocratique ou un régime oligarchique. D'accord? Donc ça a été le combat pour la liberté. Et ce combat animait un peuple, un groupe d'individus, à briser ses chaînes pour accéder à sa liberté. Donc cette liberté est la conséquence d'un processus, à savoir libérateur, la libération. La libération. Donc, on ne naît pas libre sous l'esclavage de la colonisation. Pour autant, on fait tout pour le devenir. Donc, pour se libérer, autrement dit, la conquête de la liberté, c'est un combat contre autrui, contre une autorité illégitime et tyrannique. Ça, c'est la libération. Et quand on y accède, on se sent libre. On estime avoir conquis notre liberté et on se met à respirer. On va, entre guillemets, à nos occupations. On estime que ça y est, notre vie est entre nos mains. Bon. Eh bien, c'est là que la thématique devient intéressante, puisque certains d'entre vous le savent certainement, à l'aube de l'abolition de l'esclavage, la deuxième, dans les années 1835-1840, eh bien, une thématique a vu le jour dans les milieux un petit peu dits éclairés, autour de la liberté des afros, ou de la liberté des esclaves, en l'occurrence, des esclaves afro. En l'occurrence, les esclavagistes s'opposaient aux abolitionnistes autour de la notion de liberté. Les uns estimaient que oui, mais de toute façon, en quelque sorte, les Noirs sont esclaves du fait qu'ils ne peuvent pas être autre chose. Que si on leur donne la liberté, ils ne sauraient pas quoi en faire. Oui, vous avez bien entendu. C'était un argument phare et qui faisait à l'unanimité auprès des esclavagistes. Alors évidemment, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Évidemment, c'était une excuse pour pouvoir garder la main mise sur cette manne financière incroyable. Il n'en demeure pas moins que l'argument faisait mouche et a encore des répercussions aujourd'hui, puisque ce même argument qui consistait à refuser à l'afro sa liberté au motif qu'il n'en aurait pas la capacité de l'assumer, c'est le même argument que l'on retrouve encore aujourd'hui dans la bouche de l'extrême droite, quand elle se rend dans les prisons et qu'elle constate, en France ou aux États-Unis, qu'elles sont massivement remplies par des détenus afro. Leur conclusion, fort de ce constat, consiste à dire « Regardez, finalement, les Noirs ne savent pas être libres, ils sont voués à être sinon des esclaves ou des détenus. Mais la liberté, c'est un vêtement trop large pour eux. » Donc la libération nous a, nous, afro, trop longtemps tenus éloignés des contraintes de la liberté. Alors, pas tous, évidemment. Certains intellectuels afro-américains ont pris cette thématique à bras-le-corps. Le plus célèbre, et le premier, reste Frédéric Douglass. Frédéric Douglass, qui est, on va dire, la première grande figure. J'espère que vous connaissez son nom. Si ce n'est pas le cas, il n'est jamais trop tard. Frédéric Douglass, qui est le premier, c'est l'ancêtre d'Obama, c'est l'ancêtre de Martin Luther King, c'est l'ancêtre de toutes les grandes figures afro-américaines. Il est né esclave et puis il est parti à la conquête de sa liberté grâce à la lecture et ensuite à l'écriture. C'est par la lecture et l'écriture qu'il a pu écrire ce qu'on appelait à l'époque le sauf-conduit, donc un document entre guillemets officiel qui atteste de sa liberté. Et avec muni de ce papier, il a pu prendre le train et traverser la frontière qui séparait le sud esclavagiste du nord. Voilà. Donc Frédéric Douglass est le premier afro-américain à être passé du statut d'esclave au statut de libre par ses propres moyens, grâce
au verbe. Maintenant, pourquoi je vous parle de Frédéric Goulas, c'est qu'il incarne les deux libertés. Il incarne la libération, donc il sort des chaînes de l'esclavage, et dans le même temps, il incarne ce que d'autres intellectuels essaieront de relayer par la suite. Il incarne la liberté, mais cette fois-ci, la liberté de l'humain face à lui-même. On se libère des chaînes, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on est libre face à nos instincts. Et ça, c'est le deuxième aspect à côté duquel on passe trop souvent. On passe trop souvent. Alors, je vais souvent faire des va-et-vient historiques entre l'époque ancienne, un peu plus ancienne, et actuelle, histoire de pas trop vous endormir. Si, par exemple, on prend le cas de certains de nos pays du continent, d'accord ? On peut considérer que voilà, oui, après les indépendances, depuis les indépendances, certains pays, bon, je vais pas citer des noms, je vais pas m'attirer de foudre, les pays francophones sont libres, quand bien même il y aurait, voilà, un petit peu du néocolonialisme, néanmoins ils seraient plus ou moins libres. Pour autant, quand on se rend dans les rues de telle ou telle ville, on constate que les papiers sont par terre, les règles d'hygiène ne sont pas toujours respectées, et j'en passe et des meilleurs. Autrement dit, on constate que cette liberté politique s'est traduite dans les faits par une forme de gâchis. D'accord ? Ce même gâchis que l'on peut voir aussi en prison. Je ne sais pas si vous êtes au courant, les prisons sont connues pour être, en tout cas les cours de prison, pour être des véritables dépotoirs, dans la mesure où les détenus ont cette tendance à jeter à même la fenêtre, alors qu'ils ont des poubelles en cellule, eh bien leurs déchets. Et donc cet acte-là, que l'on retrouve dans bon nombre de pays francophones, nous montre bien ce que la psychanalyse a mis à jour au début du XXe siècle, à savoir que l'être humain, comme on dit, le moi n'est pas maître chez lui. C'est cette fameuse phrase de la psychologie qui a révolutionné la perception de la liberté, à savoir que l'humain, c'est un corps, c'est un esprit, certes, mais cet esprit est composé, on va dire, de plusieurs strates. Il y a l'inconscient et sa conscience. Alors, si on reprend ça sous d'autres termes freudiens, il y a le moi, le ça et le surmoi. Le ça, qu'est-ce que c'est ? C'est, on va dire, tout ce qu'on reçoit de l'extérieur. D'accord ? Tout ce qu'on reçoit de l'extérieur et toutes les idées qui nous traversent l'esprit. Très bien. Donc toutes nos pulsions qui nous traversent la tête, qui nous animent en fonction de notre perception, de notre nature propre. Et puis, il y a le moi, c'est-à-dire notre conscience. Et au milieu, il y a le surmoi. Et cette notion de surmoi est fondamentale, puisque le surmoi, c'est ce qui permet à l'homme, justement, de limiter, de faire barrage entre toutes ces pulsions, toutes ces idées farfelues, et le réel, et son action, et sa volonté. Le surmoi. Simplement, le surmoi, donc cette forme de tribunal ou cette forme de, on va dire, de filtre, ça s'éduque. Donc, pour le dire autrement, la liberté individuelle, elle s'éduque. Autant la libération collective, elle se conquiert, autant la liberté individuelle, elle s'éduque. Si elle s'éduque mal, ça donne, par exemple, la kairat-attitude. Et c'est pour cette raison que j'ai tenu à évoquer cette thématique aujourd'hui avec vous, même si, je le répète, c'est des thématiques tellement denses, tellement riches, qu'elles nécessiteraient des mois et plusieurs vidéos, elles nécessiteraient des conférences et des ouvrages. Alors évidemment, je suis venu muni de quelques références pour celles et ceux qui veulent poursuivre dans leur coin, à creuser un petit peu cette recherche. Mais, donc je reviens, il y a la libération collective qui est une forme de libération politique, en particulier sur les corps, donc s'arracher des chaînes de l'esclavage ou de la colonisation, d'accord ? Mais la libération politique nous a éloignés d'une liberté qui est plus importante que la libération, c'est-à-dire la liberté psychologique. C'est-à-dire finalement se libérer de ses instincts primaires, de ses pulsions, d'accord ? Et n'ayant pas pris conscience de cette importance-là, bon nombre, il ne s'agit pas de généraliser, bon nombre de nos anciens, ils crient la patrie ou la mort. Il est préférable d'être libre mais pauvre plutôt qu'être esclave mais riche. Bon, sans prendre suffisamment en compte l'importance
Non pas simplement de l'éducation au sens où on apprend à lire, écrire, compter, non. L'importance du fait de dompter ses pulsions, de dompter son moins intérieur, ce côté un peu animal, ce côté un peu sauvage, et qui, en plus, est en pleine ébullition au moment de l'adolescence, entre 15 et 30 ans. Entre 15 et 30 ans, la liberté de l'homme, c'est un véritable, on va dire, chien fougueux. C'est un lion qui rugit. Et si on ne le dompte pas avant, eh bien, il s'empare de nous et nous conduit à poser des actes irréfléchis. Et notre communauté est la communauté, ce n'est pas la seule, hein, mais c'est l'une des communautés la plus violemment frappée par les effets pervers de cette ivresse de liberté. Dans la mesure où, à la différence d'autres communautés, eh bien, nous sommes tellement traumatisés par la mémoire de l'esclavage que nous sommes focalisés uniquement sur la libération. Voilà comment, sur les réseaux sociaux, bon nombre d'entre nous ne cessent d'en appeler à la libération. Oui, la libération du continent. Oui, soyons libres. Oui, il faut que nous soyons libres. En ne jurant que contre la lutte anti-impérialiste, anticolonialiste, néocolonialiste, est ce que vous voulez. Et dans le même temps, n'accorde pas la moindre seconde sur nos problèmes de liberté individuelle, sur notre impulsivité qui caractérise bon nombre d'entre nous. Donc, sur les réseaux, on monte le point, nous sommes des Che Guevara, mais quand on se rencontre, on fronce les sourcils et il n'est pas rare qu'on en vienne aux mains. Alors, je répète, je caricature, ça peut paraître un peu choquant pour certains d'entre vous. Néanmoins, pour celles et ceux qui ont grandi dans les ghettos HLM, comme c'est mon cas, je pense que vous allez être d'accord avec moi. D'ailleurs, vous pouvez commenter. Hein, j'attends vos commentaires ou vos participations. Depuis tout à l'heure, je ne vois pas de questions. J'ai l'impression de vous ennuyer. D'ailleurs, si je vous ennuie, vous me le dites. Hein. Je ne suis pas là pour être un somnifère. donc vraiment, ce face à quoi nous sommes confrontés, c'est on va dire, cette double lecture, cet égarement, cette confusion entre la libération qu'ont menée un certain nombre de nos aînés, j'ai cité de Toussaint Louverture jusqu'à Nelson Mandela, eh bien, la confusion entre ce mouvement de libération politique, collectif, qui vise à se libérer d'une autorité politique contraignante, dictatoriale, esclavagiste, tout ce que vous voulez, et la liberté individuelle qui, elle, nécessite un travail sur soi, qui ne relève pas uniquement du développement personnel. Le développement personnel dont on parle aujourd'hui, en veux-tu, en voilà, c'est une conséquence positive, mais à condition qu'on ait la possession d'abord un tant soit peu de son propre moi. Et c'est tout sauf évident. Et la première clé qui donne accès à la liberté, je vous le donne en mille, à votre avis, c'est laquelle? C'est le verbe. C'est la maîtrise du verbe. Quand on ne maîtrise pas le verbe, on ne peut pas maîtriser ses élans émotionnels. C'est proprement impossible. Vous prenez un enfant, le vôtre, celui de vos frères ou sœurs, vos voisins, peu importe, vous l'observez. Vous allez vous apercevoir que son expression se limite à des élans émotionnels. Plus il est petit, plus il s'exprime avec des émotions. Il crie, il pleure, il rit. Il rit quand il est joyeux pour exprimer sa joie. Parfois il pleure parce qu'il a faim ou c'est douloureux. Il crie parce qu'il a mal. Bon, eh bien, à mesure qu'il prend de l'âge et qu'il accède au langage, vous vous apercevez qu'il parvient davantage à limiter l'expression de ses émotions par le langage. Autrement dit, à mesure qu'il se saisit des mots, eh bien, il arrive à dompter sa liberté. Il n'est plus victime de sa liberté. Il devient maître de sa liberté. Le seul souci, c'est que ça ne se fait pas automatiquement. Plus un enfant a de mots, plus il accède à sa liberté. Moins un enfant a de mots, eh bien, moins il accède à sa liberté. Ce qui veut dire que même à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, si vous n'avez pas les mots, vous n'êtes pas libre. Vous êtes victime de votre liberté. Vous êtes victime de votre impulsivité. Et voilà comment, par exemple, dans notre communauté, bon nombre d'entre nous pensent être colériques.
ou nerveux, ou à l'inverse, timide. Combien d'entre vous m'ont contacté afin d'obtenir l'accès à ma formation et en me disant, en se présentant comme des personnes nerveuses. Ce à quoi je leur fais comprendre que non, ce n'est pas une question de nervosité, c'est plutôt une question de non-maîtrise d'un certain nombre d'outils linguistiques qui permettent, quand ils sont en notre possession, de transformer les émotions qui surgissent, de les évacuer grâce aux mots. Voilà. Et dans notre communauté, on est tellement focalisé justement sur la libération, sur l'extériorité, qu'on passe à côté, aujourd'hui, surtout en Occident, de l'essentiel. C'est quand je prends l'exemple, j'ai pris un exemple récemment sur les réseaux qui a été diffusé un petit peu, où je vous explique que si on va à la bibliothèque, un jeune qui va à la bibliothèque ne finit pas ne subit pas de bavure policière. Alors certains ont réagi. Ce qu'il fallait comprendre en cela, c'est que plus on accède à la connaissance des mots, eh bien moins on cède aux provocations. Alors pour les personnes adultes qui doivent apprendre le verbe, est-ce que ça passe pas d'abord par apprendre à libérer les émotions? Alors, c'est ce que j'essaye d'expliquer, c'est que la libération des émotions, tenez-vous bien, va de pair avec l'accès à la maîtrise du langage, et notamment du langage émotionnel. Il existe un langage émotionnel. Par exemple, une personne est énervée. Ouah, je suis vénère. Bon, le problème, c'est que les mots émotionnels sont divers et variés. La palette, pour chaque grande émotion, est vraiment très large. Rien que pour le mot, pour exprimer l'énervement, il existe le mot irrité. Oh, je suis irrité. Je suis contrarié. Je suis hors de moi. Je suis fou de rage. C'est-à-dire que ce sont des mots qui nuancent et qui n'expriment pas exactement la même émotion, le même degré de colère. Le souci, là je vous en ai donné que 4, il y en a au moins une dizaine. Quand on ne maîtrise pas ces différentes nuances, et quand on ne maîtrise pas non plus des métaphores, des allégories qui permettent de donner une image de l'émotion qui est en nous, ah je bouillonne comme un volcan, ah j'ai envie de lui arracher la tête, ah, eh bien on est là pour le coup, on subit ces émotions intérieurement. Donc il y a vraiment un lien, et ça il faut vraiment que vous le compreniez pour ceux qui n'ont pas encore compris, entre eux. Alors on peut avoir le logos dans sa langue, pas forcément. Ah, mais ça c'est. Alors je vais noter un peu les questions parce que certaines questions sont bien intéressantes et j'essaie d'être linéaire, donc je peux pas aller dans tous les sens. Alors avoir le logos dans nos langues, évidemment, mais je reviendrai là-dessus. D'accord? Donc tant qu'on ne maîtrise pas le langage émotionnel, on ne peut pas maîtriser ses émotions. On ne peut pas justement échapper soit à la colère, soit à la peur, soit à la joie. Alors parfois on n'a pas envie d'échapper à la joie, tellement ça nous met dans une humeur agréable. Simplement qu'on se trouve dans certains endroits, dans des restaurants, dans des aéroports. Parfois nos élans émotionnels positifs, eh bien, nous donnent de nous une image de personnes qui ne savent pas se tenir. Et ça contribue aussi, qu'on le veuille ou non, à entretenir un certain nombre de préjugés qui nous causent du tort. Bon, donc maintenant, vraiment, j'insiste sur ce point. Et quand je dis j'insiste, qu'on se comprenne bien, je n'invente rien. Moi, je me contente de vous transmettre ce que j'ai découvert, ce que l'on m'a transmis, ou oralement, ou dans des textes. Je vais ensuite vous donner des références pour que vous puissiez, à votre tour, poursuivre cette démarche. Donc, la liberté, je reviens encore, dire, c'est redire. Il y a deux types de liberté. Il y a la libération, qui est un élan politique. C'est se libérer des chaînes extérieures. Maintenant, il y a la liberté personnelle. Et cette liberté personnelle, elle nous cause du tort. Elle nous cause tellement du tort que bon nombre d'entre nous associent notre absence de liberté, caractérisée par la culture des ghettos, eh bien, l'associe à une identité, à quelque chose dont il faut être fier. On voit des frères, et moi j'ai été dedans, je sais de quoi je parle. À 13, 14, 15 ans, on est livré à nous-mêmes en tant qu'adolescents, crise identitaire, mais surtout, on n'a pas de chambre dans laquelle s'épanouir, de chambre entre quatre murs. Résultat, on se retrouve dans la rue. Bon, avec des amis, d'abord sur les terrains de foot, de basket, et ensuite dans la rue à proprement dit. Eh bien, dans cet espace-là, on se crée une carapace afin de ne pas être mangé, étant donné que dans la rue, il y a deux types d'individus, les loups ou les moutons, où on se fait dépouiller, victimiser, bolossiser, si je puis dire, ou on dépouille, on bolosse et on agresse.
il n'y a pas de juste milieu. Et pour éviter d'être victimisé, eh bien, on adopte des codes qui, de l'extérieur, donnent de nous une image hostile. Donc c'est le regard, on apprend à regarder avec hostilité, on apprend à marcher comme un pitbull, on apprend à parler avec le ton aussi nerveux, et on roule des mécaniques. D'abord, dans un premier temps, pour se protéger contre les agressions extérieures éventuelles, contre la tentative de nous mettre la pression, comme on dit. Donc ça, c'est au début. Donc l'identité ghetto, initialement, c'est une carapace. C'est une arme pour se protéger. Le problème, c'est que petit à petit, cette carapace que l'on porte tous les jours finit par devenir une seconde peau, une seconde nature de laquelle on ne peut plus se détacher. Voilà comment, à 12 ans, à 13 ans, on peut encore, quand on rentre chez nous, enlever cette carapace, la déposer devant la maison et on rentre et on dit « Ah bonjour maman, ah, bonjour papa » avec une voix douce de miel et faire des bisous sur la joue de nos parents, d'accord, comme si de rien n'était. Mais à 16 ans, à 17 ans, cette carapace, on n'arrive plus à l'enlever. Et c'est comme ça que au salon, quand notre mère nous dit va vider la poubelle, ah vas-y, c'est relou, vas-y, casse les couilles. Bon, ça sort tout seul. Parce que là, cette identité ghetto est devenue une seconde nature. Et cette culture de l'impulsivité est devenue notre respiration, est devenue notre oxygène. Et c'est ainsi qu'on poursuit notre destin sans le savoir, en étant contaminé par cette liberté, mais cette liberté folle, par cette ivresse de liberté. Et cette ivresse de liberté a nous conduit à commettre des actes délictueux, quand on est un peu délinquant, a nous conduit à être nerveux entre nous, en couple. Je ne parle pas uniquement des violences conjugales, je parle même en couple. Il est difficile de tenir, et on le voit dans les couples version ghetto, sur la durée. C'est très difficile, dans la mesure où un couple heureux, c'est une longue conversation qui a l'air toujours brève. Mais encore faut-il savoir converser, avoir les mots précis. Quand on n'a que 300 mots, ce qui est notre cas, on s'emporte pour un oui ou pour un non. Donc notre liberté surgit tel un volcan. Donc on se transforme comme deux dragons, l'un face à l'autre à la moindre dispute. Ah vas-y, tu me casses les couilles, vas-y, ferme ta gueule, vas-y, t'es relou. Bon, tout ça c'est notre quotidien. Donc on pense que c'est notre identité, que c'est comme ça qu'on est, alors qu'on est victime de notre liberté, on est victime de cette liberté qu'on n'arrive pas à dompter. On doit apprendre. Alors, la caricature est abusée, mais bon. Alors évidemment, je répète encore une fois, pour certains qui estiment que je suis à côté de la plaque, bon, c'est libre à vous. Maintenant, il suffit que vous alliez dans les lycées de ZEP, de banlieue, et vous allez, c'est le petit qui parle comme ça. Bon, et vous allez voir ce qui se passe. Le petit qui parle comme ça, oui, ma façon de parler, je suis plus dedans, donc évidemment je force un peu le trait, vous m'en excuserez. Ceci étant, dans les collectifs afro, même à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, le ton arrive à monter assez rapidement, la nervosité, et surtout, on ne bannit pas la violence physique. Pour nous, en venir aux mains, c'est pas quelque chose qui est condamné. On peut l'accepter. On considère que c'est être un bonhomme. Vas-y, m'a regardé de travers, comment ça? Moi, je me fais respecter. Bon, c'est-à-dire qu'on est rentré dans ce paradigme de l'identité ghetto que l'on justifie, que l'on croit normal. Alors qu'à l'échelle de la société, dans le monde des adultes, c'est le paradigme de l'autodestruction. Alors maintenant, libre à chacun de ne pas vouloir entendre ce que je dis. Libre à chacun de voir dans cette identité ghetto une liberté comme une autre, comme une identité basque ou corse ou que sais-je, et de considérer que tout ce que je dis n'est que baliverne. Bon, libre à chacun. Moi, je respecte la liberté d'expression de tout un chacun. Maintenant, je demande juste des références, des points d'appui. Moi, les points d'appui, j'en ai quelques-uns. J'en ai quelques-uns que je vais vous soumettre. Un en particulier qui se trouve, je vais mettre la main dessus. Alors, attendez, voilà, il est là. C'est un ouvrage. Alors, voilà, c'est un ouvrage, Les lois naturelles de l'enfant. Les lois naturelles de l'enfant. De Céline Alvarez. C'est une papesse de l'éducation nouvelle génération et qui, dans cet ouvrage, décrit fortement le processus d'éducation qu'elle a pu rencontrer à travers les différents milieux, et elle s'attarde longuement
sur cette notion de liberté, sur cette notion d'accès à sa propre intelligence, qui diffère d'un milieu à un autre, d'un milieu favorisé à un autre. Je vais vous lire un extrait, plusieurs extraits si vous le souhaitez en tout cas. Alors, elle explique d'abord que le développement, comme je l'ai dit, de l'intelligence va de pair avec le développement de la langue. D'accord? Donc c'est quelque chose déjà qui secoue. Ensuite, elle explique qu'elle avait, de manière précise, été pensée également de manière... Elle parle au sein de la classe de maternelle de Gennevilliers, nous avions tout d'abord une très grande exigence concernant le niveau du langage qui circulait dans la classe. Nous l'avons vu précédemment, un bon niveau de langage semble aller de pair avec un bon développement de l'intelligence. Alors, il y a un passage beaucoup plus marquant. Vous m'excuserez, hein. Voilà. Cette vigilance linguistique était vraiment importante car le niveau de langage global des enfants était très pauvre. Elle parle des enfants de Gennevilliers. Mon expérience l'année précédente au sein d'une école maternelle d'une ville très favorisée, Neuilly-sur-Seine, m'a permis de prendre conscience du fossé gigantesque existant entre la richesse langagière des enfants de Neuilly et la pauvreté lexicale des enfants de Gennevilliers. D'accord? Donc, fossé gigantesque. Et elle rentre encore un peu plus dans les détails. Donc Céline Alvarez, pour toujours ceux qui veulent se renseigner, si vous avez des enfants, elle va vous donner énormément de tuyaux pour vous engager dans des bons outils pédagogiques, d'éducation, et qui feront mouche. Bon. Donc vraiment, on ne peut pas maîtriser sa liberté si on ne maîtrise pas les mots. Ça, c'est factuel. De deux, on ne peut pas non plus maîtriser sa liberté quand on nous présente, et ça c'est le deuxième aspect, quand on nous présente des modèles, quand on nous présente en guise de modèle des anti-modèles. Un certain Desporuti, je le salue, pour ceux qui le connaissent, un génie du rap qui traverse une période difficile, d'où aussi mes salutations, avait dans une de ses chansons, je crois que c'était Bankster, et dont je vous recommande l'écoute vivement, expliquait que oui, l'une de ses punchlines, il disait voilà, ils nous apprennent à aimer, en regardant Dexter, j'ai compris qu'ils nous apprennent à aimer les héros crapuleux. Ils se plaignent, ils nous traitent de barbares dans la street, mais ils nous vendent des jouets de pistolet très tôt. Donc, en gros, il explique comment on conditionne les pauvres à une culture de l'impulsivité sous couvert de culture de virilité, avec pour conséquence l'autodestruction. Donc il y a cette liberté que l'on oriente qui touche en particulier les pauvres, puisqu'ils n'ont pas de rempart, ils n'ont pas de parents suffisamment armés pour leur permettre de ne pas céder à cet appel de la liberté impulsive qui, à l'adolescence, est vécu comme un festival. Quand on fait du rodéo et qu'on a 17 ans, on se sent plus libre que jamais. On reçoit des sensations fortes, montrées d'adrénaline. On estime que voilà, on vit notre best life. On ne comprend pas, étant donné que personne ne nous l'a enseigné, que le temps de l'adolescence, c'est le temps de l'apprentissage. Et que la vraie vie, la vraie liberté, celle qui se conjugue avec responsabilité, avec réflexion, c'est l'âge adulte, c'est l'âge d'une certaine façon de la maturité. Et c'est comme ça que, de façon globale, les afros, nous autres, nous sommes au top dans la société entre 15 et 25 ans. Nous sommes les héros de la société occidentale, étant donné qu'on offre au monde des footballeurs, des basketteurs, des rappeurs, des danseurs. Donc 15-25 ans. Donc la liberté, l'ivresse de la liberté, nous en sommes les champions. Et puis, à partir de 25-30 ans, ça bascule. Ça bascule dans une forme de chute vertigineuse, étant donné que, cette liberté-là, elle n'a plus sa place, sauf pour les artistes à proprement dit, mais pour le reste, à 25 ans, 30 ans, ton swag, ton pantalon baissé,
ta démarche à la Wu-Tang ou à la Booba, tu dois la mettre de côté. Tu dois adopter un certain nombre de codes, sinon, à moins de montrer ta propre boîte. Bon, et c'est à ce moment-là que de plein fouet, on te fait comprendre que ta liberté n'est que l'expression d'une forme de sauvagerie. C'est un peu dur ce que je dis, mais c'est un fait. Et si tu n'as pas les ressources mentales pour prendre suffisamment de recul, si tu n'es pas entouré de personnes qui te tendront la main pour t'ouvrir les yeux sur le trou comportemental, sur le chaos existentiel dans lequel tu te trouves, eh bien, tu vas te diriger vers le café PMU à 30, 35 ans, 40 ans, à fumer des gitanes à 9h du matin, à refaire le monde avec une balafre ou quelques chicots en moins, et à expliquer à la nouvelle génération comment tu étais un grossiste, comment tu étais quelqu'un de solide et respecté. Bon, donc c'est cette liberté-là que nous devons conquérir, la liberté comportementale, et peut-être sortir un petit peu de la mémoire des combats de libération, qui devient une prison mentale. Donc pour le dire autrement, connaître l'histoire de Kunta Kinte, de Toussaint Louverture, connaître l'esclavage, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Néanmoins, ne faire que cela, comme je le vois, certains tiennent des pages Instagram, on veut-tu en voilà, où tous les jours, ils relaient un épisode de l'esclavage, un épisode de notre souffrance. C'est incroyable, je ne sais même pas comment ils font. Alors, ils évoquent un traumatisme, oui, trauma, ils parlent même d'ADN, l'ADN traumatisé. Tellement ils sont enfermés dans ce récit-là de libération, de quête de la liberté, en négligeant la liberté qui nous touche, la liberté individuelle, la liberté qui est accessible par la maîtrise de son logos, par la maîtrise du langage, par la maîtrise tout simplement, de son corps. Et c'est là où, à travers les funérailles des tabous, à travers un certain nombre d'actions, et je ne suis pas le seul, et Dieu merci, eh bien, nous devons œuvrer, surtout pour les prochaines générations. Parce que, évidemment, comme vous le savez, on ne redresse pas un fer forgé. Bon. Alors, je vais répondre à une question qui m'a été posée tout à l'heure, que je trouve pertinente. À savoir, est-ce que l'on peut maîtriser le logos dans une langue autre que la langue du colon? Bon. Alors, la première chose que je réponds à cela, c'est pour moi, l'expression langue du colon, ça fait écho à ce que je viens d'essayer d'expliquer. C'est que on a encore, pour certains d'entre nous, la tête dans le passé. La langue française aujourd'hui, comme la langue anglaise, comme la langue portugaise, comme la langue espagnole, fait aussi partie de nos langues, que l'on le veuille ou non. À qui appartient une langue? Si ce n'est à celui qui la maîtrise. C'est factuel. Après, on peut, libre à nous de ne pas l'entendre. Simplement, quand on va à l'école en France, on écrit en français. On n'écrit pas en wolof, en bambara. Donc, si aussi longtemps qu'on va voir la langue française comme la langue du colon, forcément, on va pas chercher à la maîtriser. Et en ne cherchant pas à la maîtriser, on va s'éloigner de l'excellence, je parle dans le territoire francophone, aussi longtemps que dans les administrations à l'école, le français sera la langue imposée. Maintenant, si demain, c'est le Swahili, c'est le Kikongo, c'est le Soninké, ça sera une autre affaire. Simplement, moi, je suis pragmatique. Donc ça, c'est la première chose. Sortir de cette lecture linguistique qui consiste à voir dans la langue française, anglaise ou autre les langues coloniales. Non, ça c'était vrai dans le passé. Mecheck Anta Diop, Frantz Fanon, ils se sont saisis de la langue française, comme disait un certain écrivain algérien. La langue française, c'est une forme de butin de guerre. Césaire a écrit Discours sur le colonialisme, qui est la plus grande charge à l'endroit de l'Occident. Il l'a écrit avec la lettre et le verbe de Molière. Donc c'est pas une langue. La langue française, comme toute langue, appartient à celui qui la maîtrise. Comme une arme à feu. L'arme à feu, la Kalachnikov, n'appartient pas aux Russes. La Kalachnikov appartient à celui qui se l'achète. C'est factuel. Bon, donc ça c'est la première partie de la question. Maintenant la deuxième qui est la plus importante. Peut-on maîtriser le logos dans une autre langue que langue entre guillemets coloniale? Évidemment. Le logos, je le répète encore une fois, c'est la logique. C'est la logique. La logique, c'est quelque chose que nous avons tous en nous. Nous sommes tous, et c'est le côté divin de l'être humain, nous avons tous ce pouvoir qui consiste à être logique, à pouvoir être logique. Mais encore faut-il maîtriser les règles de la logique. Or, ces règles-là ne sont enseignées
nulle part. Il existe des règles de logique, des règles qui te permettent, quand tu les maîtrises, eh bien, de t'exprimer de manière linéaire, de manière, c'est-à-dire exacte, de ne pas commettre d'erreurs de logique, de ne pas être dans l'imprécision ou dans le fouillis, d'être dans l'exactitude, tant quand tu expliques les choses que lorsque tu déduis. Et pour maîtriser ta logique, cela passe d'abord par l'écriture, puisque à la différence de l'oralité, l'écriture, c'est le terrain de l'exactitude. Et la logique se veut exacte. L'écriture, c'est également le terrain du perfectionnement. Tu écris, tu peux réécrire. Et c'est ainsi que tu accèdes véritablement à la logique. Les grands scientifiques, donc qui sont les princes de la logique, leurs équations, ils ne l'établissent pas d'un claquement de doigts. Ils se cassent les dents dessus pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. D'accord ? Les Nikola Tesla, les Oppenheimer, ils n'ont pas fait ça en un claquement de doigts. Les Cheikh Modibo Diarra, les Ernest Simo à la NASA, ce n'est pas comme ça avec un bâton magique. Non, c'est en écrivant jour après jour, en réécrivant l'équation. Ça, c'est le deuxième point propre à l'écriture pour accéder à la logique. Et le troisième point, c'est la transmission. Le logos, les règles du logos, la maîtrise du logos, ça se transmet aussi par l'écriture. Donc voilà pourquoi, aussi longtemps qu'un individu ne maîtrise pas le verbe et surtout ne maîtrise pas l'écriture, il ne peut pas maîtriser son logos. Et s'il ne maîtrise pas son logos, il peut difficilement maîtriser sa liberté. Autrement dit, il peut difficilement être réellement libre. Alors l'injonction de Ampateba, quelle injonction? Est-ce que tu peux me préciser, s'il te plaît? Donc, pour le moment, je vois que vous me laissez déverser mes syllabes. Bon, j'espère que vous ne baillez pas trop. Personne ne souhaite me rejoindre. Je vais essayer de tenir la cadence. Il y a des coucous partout, quelques cœurs. Donc, la réponse, j'espère qu'elle est claire. Le logos, ça dépasse les langues. C'est comme par exemple parler des mathématiques. Les mathématiques n'appartiennent à aucune langue. C'est la science exacte. D'accord ? C'est la même chose avec le logos. D'accord ? Alors, tu penses quoi de l'injonction d'Ampateba autour de la transmission orale? Concrètement, quelle a été son injonction autour de la transmission orale? Moi, avant que tu puisses, s'il te plaît, préciser ta question, je répéterai, la transmission orale, elle est évidemment fondamentale. Là, je suis en train d'ailleurs de vous transmettre oralement. Maintenant, si vous n'avez pas, vous, pris le soin de noter quelques éléments que j'ai essayé de vous transmettre demain matin, vous vous souviendrez tout au plus de la couleur de mon chapeau. Faut être honnête. Vous ne vous souviendrez que très vaguement de la distinction entre la libération et la liberté. D'accord ? Entre la libération politique et la liberté psychologique. Entre la liberté face à autrui et la liberté face à soi-même. Vous vous en souviendrez de manière très floue si vous ne prenez pas des notes. Donc voilà pourquoi la transmission orale est nécessaire, mais elle est très loin d'être suffisante pour l'élévation, que ce soit individuelle ou collective. Ce n'est pas un hasard si les Afro-Américains ont pu s'asseoir à la table de l'élite blanche américaine une fois qu'ils ont pu mettre sur pied l'université Howard à New York. En 1800, au lendemain de l'abolition et au lendemain de la guerre de sécession. Ils y sont parvenus. Donc ils ont compris que ça passe par l'éducation et surtout ça passe par la maîtrise du langage, la maîtrise de l'écriture. Toutes les grandes figures de conquête et de libération ont été également, aux États-Unis en tout cas, des figures de la liberté. On pense à Webb Dubois. Webb Dubois, avant d'être un orateur, c'était un écrivain. Alain Locke, de la Harlem Renaissance, Richard White, James Baldwin, étaient des écrivains. Ils maîtrisaient le verbe. Ils étaient par extension professeurs. Plus récemment, Angela Davis, qui a été en prison et qui a réussi à tordre le bras à l'État fédéral américain en remportant son procès. Le procès des frères Soledad en 1970-71, si je dis pas de bêtises. Était philosophe, était une universitaire chevronnée. Donc c'est fondamentalement la maîtrise du verbe qui vous permet de maîtriser votre liberté et d'en faire une arme. D'en faire une arme. À l'inverse, quand on ne maîtrise pas sa liberté personnelle, ça donne Tupac, ça nous donne Pop Smoke, ça nous donne Nipsey Hussle, ça nous donne en gros l'autodestruction. Vous pouvez avoir tout le génie du monde dans tel ou tel domaine,
si vous êtes victime ou si vous êtes l'objet de votre impulsivité ou de celle de votre entourage, vous allez être réduit en cendres assez rapidement. Quand j'ai dit Tupac, Tupac est une figure très intéressante à cet égard, puisque Tupac est né du ventre d'une Black Panther qui avait le souci de lui transmettre la maîtrise du logos en lui transmettant le goût de la lecture, étant donné qu'il devait lire chaque jour une page du journal, ce qui lui a donné un vocabulaire beaucoup plus supérieur à ses congénères, à ses autres frères de la street. Il a été dans des écoles de théâtre, donc il se faisait remarquer il écrivait des poèmes au moment où pendant que Jay-Z lui vendait des doses de crack, donc c'était pas du tout le même univers. Et finalement, au contact, bon, après avoir fait hélas un passage en prison, il a basculé dans la liberté impulsive, dans l'identité ghetto, sous la houlette de Suge Knight. Donc Tupac, qui incarnait la libération par sa mère, qui a incarné la maîtrise de soi, la liberté par la maîtrise de la poésie, la maîtrise du langage, eh bien a basculé dans la liberté folle, impulsive, sous l'influence démoniaque de Suge Knight. Et la figure de Tupac, on la retrouve avec d'autres profils. Vous vous souvenez de DMX, qui était doté d'un charisme incroyable. Alors, Tupac a tout de même défendu les droits sociaux. Bon, alors je reviens, peut-être que le frère vient d'arriver. Défendre les droits sociaux, donc en gros, être dans une conquête de libération face à un système oppressif, c'est une bonne chose, évidemment. Néanmoins, ce n'est rien face au vrai et au premier combat qui consiste, parce qu'il y a les droits sociaux, mais le premier des droits, c'est le droit de pouvoir s'exprimer sans s'emporter. C'est le droit de pouvoir aller à la conquête de son ambition personnelle. C'est le droit de déployer son potentiel. Et ce combat-là, il n'a pas pu le mener n'en ayant pas eu conscience. C'est ce combat-là que, en tout cas moi, j'essaye de déployer et surtout j'essaye d'inspirer d'autres à le mener. Le combat des droits, le combat contre tel ou tel système, si vous voulez vous lancer là-dedans à travers une activité politique ou associative, pourquoi pas? Pourquoi pas? Simplement, à mon sens, le premier combat, c'est le combat individuel, le combat de la maîtrise de soi, le combat de la maîtrise de ses émotions, de son impulsivité, le combat de la maîtrise de sa créativité, le combat de la maîtrise de ses capacités scolaires, le combat contre l'échec scolaire, le combat pour l'accès à des compétences, pour l'accès à une expertise. Pour moi, il se situe là, le vrai combat. Aujourd'hui, si nous sommes à l'échelle collective encore piétinés à l'échelle institutionnelle, ce n'est pas à cause de notre couleur de peau. Hein. Ce n'est pas non plus parce qu'il y a 300 ans, on a encore le souvenir qu'il y avait Kunta Kinte. Non, c'est parce que dans les lieux de pouvoir, que sont Sciences Po, que sont BlackRock, que sont le FMI, que sont certaines loges maçonniques, nous sommes pas vraiment présents. Non, nous sommes présents au KFC, nous sommes présents quand il faut effectuer quelques marches, nous sommes présents dans les salles de sport. En revanche, nous sommes beaucoup moins présents dans des lieux de pouvoir où se déploie la liberté intellectuelle. La liberté par le logos, parce qu'on dira ce qu'on voudra. On pourra les qualifier de tous les noms, satanistes, illuminati, tout ce que vous voulez. C'est vrai ou pas, j'en sais rien. Hein. Il n'en demeure pas moins que si vous vous mettez en débat filmé face à un Macron, face à un Attali, un Jacques Attali, face à un Lloyd Blankfein de Goldman Sachs, et j'en passe, je ne suis pas sûr que vous tiendrez 5 minutes sur des sujets pointus qui touchent à l'économie, qui touchent aux institutions. Je ne suis pas sûr. Et c'est pour cette raison que on nous prend encore de haut. Alors certains prennent l'exemple des Chinois. C'est un très bon exemple, mais pas forcément pour les raisons qu'on évoque très souvent, à savoir sur le côté économique. Pour moi, les Chinois représentent un exemple en tant que initiateur du système méritocratique par excellence, le mandarinat. Le mandarinat, c'est l'ancêtre des concours universitaires. C'est les Chinois qui l'ont inventé. Et encore aujourd'hui qui a cours. Les Chinois ont très tôt compris, dans leur histoire, que l'excellence de l'humain, son plein potentiel,
ne pouvait se déployer que par la maîtrise de l'écriture et de tout ce qu'elle peut générer. La mémorisation, la créativité, d'accord, la transmission. Voilà le système du mandarinat. Jusqu'à 8 heures, des dissertations de 8 heures ou de 10 heures. Alors aujourd'hui, ça porte un nom, le baccalauréat chinois, c'est le Gokao, je crois, qui mobilise l'ensemble de la nation. Le jour où les étudiants passent le bac, le Gokao, la Chine s'arrête de respirer. Même les sirènes des ambulances ne crient plus dans les rues. Tout le monde est mobilisé. Donc après, ça donne lieu, en conséquence, sur une capacité à, évidemment, s'organiser sur le plan économique, se structurer. Oui, sauf que initialement, c'est la maîtrise de la liberté individuelle. Le président chinois, on l'appelle, c'est un prince rouge, du fait d'être un descendant direct d'un compagnon de Mao. D'accord ? Son père était l'un des bras droits de Mao Tse-tung. Bon. Eh bien, lui, le président actuel chinois, pourquoi il est autant respecté ? Ce n'est pas parce qu'il a les cheveux gominés, hein, et qu'il a un costume sur mesure, pas du tout. C'est parce qu'il a été conquérir son mérite et sa légitimité à la force de sa plume. Renseignez-vous. On l'a mis tout en bas de l'échelle institutionnelle, et au fil des années, il était secrétaire de ceci, secrétaire de cela, il écrivait des articles, il rédigeait telle ou telle chose, et petit à petit, il a gravi les échelons, au point d'asseoir son autorité intellectuelle par sa plume, par sa maîtrise du logos, par sa maîtrise des idées. Et les exemples comme cela, mais c'est, pour tout vous dire, c'est toujours le même procédé. Le pouvoir, c'est-à-dire politique, conquis par un individu sans avoir recours au sang, eh bien, ça passe par le pouvoir du logos. Ça passe par la démonstration de force intellectuelle. Pas uniquement en tant qu'orateur, mais d'abord en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain, en tant que producteur d'idées, en tant que transmetteur. C'est la même chose avec Lénine, en Russie. Lénine, c'était d'abord un journaliste, c'était d'abord un auteur d'articles, qui ensuite est venu même former une élite révolutionnaire en France. C'est pareil avec Fidel Castro, que j'ai cité tantôt, qui également avait rédigé un texte du temps où il était étudiant en droit. Un texte qui s'est répandu sur toute l'île de Cuba pour retourner en sa faveur le peuple. Donc c'est toujours la même logique. La conquête de soi, donc la liberté, se conquiert par les mots. Et ensuite, quand on arrive à accéder à cette conquête, on peut aller à la conquête efficace de son destin individuel et surtout collectif. Comment ? En établissant des institutions, des écoles, et j'en passe. Des médias. Maintenant, à l'inverse, quand on se focalise uniquement sur la liberté, sur la libération, sur lutter contre le méchant oligarque ou impérialiste, qu'est-ce qui se passe ? On fait du bruit. On est un tam-tam dans la rue. On est bruyant, d'accord. Mais factuellement, on est quoi ? On est une fourmi face à un aigle. Parce que on n'a pas accès. On n'a pas accès au lieu de pouvoir, au lieu de décision. C'est-à-dire que la libération, le mouvement de libération collectif, par le corps, par l'opposition, par le rejet, il fonctionne de manière ponctuelle, mais au prix du sang. Ça s'appelle les révolutions. Voilà. Il faut être armé, il faut avoir des généraux. Bon. Mais en dehors de ce cas de figure, donc cas de figure militaire, ça n'aboutit à rien. Et quand bien même, parce que quand on regarde, même dans ces cas de figure-là militaires, la révolution par le sang, on coupe la tête des dirigeants. Ensuite, il faut les remplacer. Il faut prendre le relais. D'où la différence. Conquérir le pouvoir, c'est une chose. L'exercer, c'est autre chose. La Révolution française, on pense que ça a été une révolution, que le peuple, oui, le tiers-état a eu la peau de l'aristocratie. Rien n'est plus faux. Rien n'est plus faux. Le pouvoir était partagé entre l'aristocratie et la bourgeoisie qui avait pris du poids par le logos parce qu'elle avait eu accès à l'écriture et à la lecture depuis la révolution technologique incarnée par l'imprimerie. Tous les Beaumarchais, un certain nombre d'auteurs étaient partagés entre la bourgeoisie et l'aristocratie. Et quand l'occasion s'est présentée, ils ont pu couper la tête du roi. Mais 15 ans après la Révolution, Napoléon, il se fait sacré empereur. Hein. C'était pas un président de la République. Et après Napoléon,
on a rétabli Louis XVIII et ensuite Charles X. Donc c'est vous dire que c'est toujours le même schéma. La conquête par le conquête du peuple de la libération, c'est une, entre guillemets, une fumisterie. C'est une illusion. La vraie liberté, ce n'est pas uniquement d'aller enlever les chaînes. La vraie liberté, c'est d'abord la liberté par son logos. La liberté de maîtriser ses émotions. Ceux qui connaissent par exemple le philosophe Sénèque savent de quoi je parle. Sénèque était censé, entre autres choses, pendant un temps en tout cas, être esclave de son maître, mais il était tellement vif que même son maître était exaspéré, parce que il avait cette liberté intellectuelle qui lui permet de dégainer des punchlines incroyables aux oreilles de son maître. Donc la vraie liberté, c'est celle-ci, et c'est celle que nous devons aller conquérir. Quand je dis nous, je sais bien que parmi nous, certains ont la tête dans le déni, qui est confortable, qui consiste à dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Avec son chapeau, il se prend pour qui? Allez, vas-y, écarte-toi. Ou alors, ah, t'es un vendu, tu travailles pour tel ou tel. Ok, c'est vrai que c'est plus confortable d'être chez soi et uniquement en appeler à la libération et taper sur tel ou tel système. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts, c'est vrai. Et là-dessus, grand bien vous fasse. C'est pour cette raison que moi, je m'adresse simplement à ceux qui acceptent d'entendre, parce que eux-mêmes, ils se sont posés déjà ces questions, ou ils ont déjà tricoté, vous avez déjà tricoté à vos niveaux ces mêmes réflexions. Je n'ai pas la prétention d'apporter une lumière et vous sortir d'une obscurité. Non, j'ai juste la prétention de venir essayer de rassembler des lumières à gauche, à droite, autour d'un mouvement commun, un mouvement porté par exemple par les funérailles des tabous. Je salue les frères. Je pense au frère Régis Katayali DNN, qui a été l'étincelle. Je pense également au frère Taboulam Beko, qu'on ne présente plus, hein, notre char d'assaut de la rhétorique, le Cicéron avec des rastas. Je pense au frère Philippe Fabignon, les deux hommes forts des funérailles. Je pense à Loïc, qui me soutient. Je pense à Hervé, je pense à Fleury. Je pense à toutes celles et ceux qui acceptent de se présenter devant notre caméra, pas uniquement pour vous montrer nos nombrils, mais pour que chacun puisse comprendre qu'un nouvel élan se met en place. L'élan du logos, l'élan de la liberté individuelle pour une liberté collective. Et pas juste pour une libération. Non, pour une liberté collective. Ce n'est pas l'union qui fait la force. C'est l'union des forts qui fait la force de l'union. L'union des forts. C'est-à-dire chacun doit devenir fort. Et pour devenir fort, il faut devenir libre avant tout. Je vais vous donner quelques références. Ah, il y a quand même une personne qui veut me rejoindre. Bon, je commençais à me sentir bien seul dans cette histoire. Référence, Choisir la liberté de Fernando Savater, c'est un ouvrage très pertinent qui explique que la liberté, il la compare à une propriété. Je vais accueillir le frère et vous soumettre les autres références par la suite. Bonsoir. Frère. Sois le bienvenu. Bonsoir, merci. Je t'en prie, tu es surpris? Un peu, ouais, parce que je m'attendais depuis tout à l'heure, je demandais. Ah, d'accord, Bah, pour moi. Parce que, excuse-moi de t'avoir fait attendre. Tu étais lancé, tu t'arrêtais plus. D'accord, c'est vrai, ça m'arrive parfois, une Ferrari. Bon, là, je reviens en mode tracteur. Alors, prends place, mon frère, présente-toi et apporte-nous ta pierre à l'édifice. Bah, me présenter, est-ce que ça vaut la peine? Ben, je m'appelle Deyami. Et puis, moi, je puisse aller direct au sujet parce que moi, je te suis depuis X temps. D'accord. Et puis, j'avoue que je reviendrai sur 2-3 questions que d'autres ont déjà posées. D'accord. Et puis, je t'en prie. Et puis voilà. Ben, merci, je t'en prie. Allons-y alors dans le vif du sujet. Mais avant d'arriver justement aux questions, oui, j'aimerais aussi te répondre sur une question que tu avais déjà parlé. D'accord. C'était sur ça m'avait un peu choqué, enfin pas choqué, mais ça m'a resté dans ma tête. Ok, oui. Voilà. C'était celle-ci par rapport à la religion, rien à voir avec, enfin si ça a à voir un peu, oui. Mais c'était par rapport à les religions. D'accord. Et moi qui suis musulmane, par exemple. D'accord. Par celle que je choisis comme religion. Oui. Et vous disiez que la comparaison entre les deux, c'était que le judaïsme a l'avantage de vous laisser justement le choix de, comment on appelle, justement de rentrer dans justement le
le choix, en fait, le choix et cette liberté. D'accord. Et que, et qui, en fait, c'est comme si je me disais, en fait, soit tu connaissais pas, ou fallait juste que tu le dises, que l'islam, justement, ça appelle justement à celle-là, justement. D'accord. Mais après, je pense qu'entre-temps, tu as dû le voir. Parce que, par exemple, mot, comment je dirais ça, le premier qui est descendu dans le Coran, D'accord. c'était justement celle-là, la liberté, le fait de lire. Quand on dit, par exemple, Ikra, tous les musulmans, ils le savent. Ikra, lire. Et lire, ça veut dire justement inviter justement à cette liberté et à cette justement intelligence, et etc., etc. Et ça revient, comme je disais, ça revient à la même chose que celle-là, en fait, la question de liberté et d'intelligence. Donc l'islam aussi appelle à celle-là, à cette intelligence, et etc., etc. Ça, c'était ma question. D'accord. À ta question. Ok, donc là, tu veux ouvrir c'est pas une question, mais c'est une remarque. Je vous la pose comme question, comme ça, on en reparle aussi quand même un peu. Tu as raison de la mettre sur la table, je te remercie. Tu veux ouvrir le choc des civilisations. Alors, sur la distinction que j'ai évoquée dans une interview et que j'ai également traitée dans mon livre, avec, je pense, une certaine précision, entre le judaïsme, le christianisme et l'islam. D'accord ? J'ai fait comprendre que bon, c'est 3 chemins d'une même montagne. D'abord, premièrement, il s'agit pas déjà même aujourd'hui, tu l'as dit. Voilà, il faut quand même le dire. Bon, donc c'est 3 chemins qui mènent à une spiritualité, à l'élévation. Maintenant, et ça c'est quelque chose de très très important. Dans la pratique, donc pas uniquement dans le culte, donc l'aspect culturel et pas cultuel. Dans la pratique, le judaïsme se distingue de l'islam que le judaïsme n'est jamais fini. C'est-à-dire le livre, le Talmud, il est en permanence ouvert. D'accord ? Là où, dans l'islam, c'est fermé. Mais pour quelle raison c'est fermé? De l'autre côté, pour quelle raison c'est ouvert? En somme, dans le judaïsme, ce qui importe, ce n'est pas le professeur. C'est ce qu'il dit. D'accord? Bon. Ça présente un avantage, ça t'offre la liberté de toujours aller plus loin de façon argumentée. Maintenant, ça présente un effet pervers auquel répond l'islam, à savoir que, eh bien, tu peux, du fait que ça t'ouvre la liberté, mais finalement, refuser d'être en permanence en rébellion, en quelque sorte. Tu peux finalement nier la vérité de l'autorité, du professeur. Et aller même jusqu'à remettre en cause l'existence de Dieu, comme le font certains juifs, qui disent non, Dieu n'existe pas, etc. D'accord? Donc ça, c'est la brèche qui est ouverte. Tandis que du côté de l'islam, ce qui prime, c'est le professeur. Après, c'est le contenu. Mais c'est d'abord, après tu me dis si je me trompe, mais de ce que moi j'avais compris, c'est que ce qui prime, c'est le professeur, mais ça suppose que le professeur soit vraiment calé. Parce que s'il n'est pas calé, étant donné qu'on ne peut pas le remettre en cause, eh bien, lui, il peut instrumentaliser par sa seule autorité ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent beaucoup moins que lui. Ouais, j'entends ce que tu veux dire. Et tu as raison dans un sens, pragmatiquement. Et par contre, si je réponds à celle-là, en fait, je dis que c'est le plus classiquement ce qui est pratiqué. Mais c'est pas vraiment, si je dis, c'est pas vraiment ma religion à moi, ça veut dire c'est pas mon islam à moi. En fait, en gros, l'islam, justement, c'est celle-là, justement. Le fait d'être libre, de dire que, ils ont leur lecture à eux, c'est pas est-ce que c'est la norme même? Je pense que, on va dire, vu qu'il y a plus de personnes, c'est-à-dire, là, on est individualiste, c'est-à-dire, les personnes, ils disent que, ils vont dire que tout le monde doit faire comme ça, mais en réalité, c'est pas celle-là, en fait, qui est posée, justement. En fait, c'est pas, vous, par exemple, toi, par exemple, qui n'est pas, je pense, à mon sens, je dis, peut-être que je me trompe, mais tu l'as pas lu, en fait, par exemple, le Coran ou juste la plupart des gens, de toute façon, ils l'ont pas lu. D'accord. Ils l'ont pas lu. Donc, du coup, par exemple, toi aussi, je pense que c'est le cas. C'est-à-dire que, mais quand tu vas vraiment dans le fond, quand tu vas le lire, c'est vraiment cette liberté-là, en fait, qui est invitée à dire non, justement, que ce soit exactement comme tu as dit. Au professeur,
justement, par exemple, même les professeurs entre eux, les grands imams entre eux, ils se sont contredits, mais entre guillemets. D'accord. Bah, ça veut dire, à un moment donné, l'autre, il était élève de l'autre avant de prendre même, de prôner son autre culte, enfin, culte. On s'entend, c'est-à-dire son autre manière de voir l'islam. D'accord. Donc, il était élève de l'autre. Donc, il avait cette liberté-là, justement, de faire autrement. D'accord. Donc, Alors, au niveau merci pour ton apport. Effectivement, pour dans le cadre dans le cadre de religion, c'est un débat qui peut nous amener très loin et qui est très sensible et qui peut générer des élans émotionnels. Et c'est pas le lieu. Ceci étant, je te remercie de m'avoir posé cette question. Effectivement, de toute façon, j'ai moi-même parlé des religions en préambule dans d'autres interviews, mais là aujourd'hui en préambule sur cette notion de liberté. Moi, j'ai pas pour coutume de fuir les questions. C'est une question que j'ai aimé que tu me poses. J'ai essayé d'apporter de manière synthétique ma part de réponse, même si ce n'est qu'une bribe. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire. Maintenant, pour revenir à notre sujet du jour, quel est toi ton rapport personnellement à la liberté et comment vois-tu cette liberté utilisée au sein de la communauté afro, si tant est que tu aies déjà posé ce regard? En fait, comme je t'ai dit, je te suis depuis un moment. Je suis catégoriquement d'accord avec toi, en fait, que ce soit toutes les actions que tu vas faire depuis X temps. Moi, je suis tout à fait d'accord. Au niveau, c'est pareil. On l'a vu récemment sur l'affaire, par exemple, qui s'est passée. Tous les jeunes quand je le vois, je me dis que c'est dommage que en fait, il n'y a pas pas plus de jeunes. C'est pareil, c'est pareil. Ça me revient à une question qui fait comment ça se fait que en fait, les gens qui t'écoutent, c'est pas ces jeunes-là. Et maintenant, ça me revient à notre question à me dire, est-ce qu'il faut peut-être viser un peu, je sais pas, ça veut dire changer votre mode de parler pour pouvoir aussi les attirer vers ce que tu dégages en fait. Donc au niveau de liberté, et j'ai bien compris de la différence aujourd'hui, c'est le thème que tu as bien expliqué. Il y a que la liberté de soi et fait que j'ai pas. Hein, c'est pour ça aussi, moi j'avais d'autres questions dans ce sens-là et que j'aimerais justement acquérir. Et la libération, Voilà. c'est-à-dire voilà. Donc ça, aujourd'hui, comme si j'étais venu là pour en découdre plutôt Non. pour l'autre question, mais bon. C'est pas grave. En tout cas, je te remercie. Et avant que tu nous dises au revoir, est-ce que tu pourrais éventuellement, si tu as une suggestion de livre à faire au nôtre, un ou deux ouvrages éventuellement? Écoute, moi j'ai lu 2 ouvrages, j'ai pas lu les autres. Par exemple, du tien. Franchement, je les invite vivement à le lire. Et puis lequel j'ai pas entendu, pardon? Lequel? Non, j'ai pas entendu ce que tu as dit, je l'ai pas entendu. Non, j'ai lu tes 2 ouvrages, les deux. D'accord. Pardon. Ok. Bon, on va croire que c'est moi qui t'ai demandé de venir. Non. On va me dire. Non, pas du tout. Non, après, au niveau des lectures, parce que on va dire que je suis jeune encore dans la lecture. Okay. Ouais, non, et qu'est-ce que tu as aimé dans Prison, qui est mon premier roman? Dans Prison, qu'est-ce que j'ai bien aimé? Ça va être en fait le fait d'être, comment on appelle ça, d'être vif, d'être soi-même, c'est-à-dire le fait de parler franc, c'est-à-dire quand tu vas, par exemple, vraiment quand tu vas parler, comment dire ça, quand tu vas parler au niveau c'est comme si on se voyait dedans en fait, on se voit dans. On s'identifie à travers c'est-à-dire le jeune maintenant il parle comme ça et à un moment donné il veut un découvrir comme ça. Et après qu'est-ce que je vais aimer moi parce que c'est moi. On va dire je suis pas trop jeune. C'est le fait que tu vas te libérer justement. Si tu vas trouver une sens à nous faire la renaissance. Et c'est à ce moment-là, c'est plus ça que je vais aimer. Mais aussi par contre au niveau d'écriture, c'est plus le fait que c'est d'écriture. Mélangé aussi. Oui. Deux sens. Donc, du coup, wesh au langage. Voilà. En tout cas, mon frère, merci d'être passé, d'avoir apporté cet éclairage, cet angle de vue assez pertinent. Ouais. J'espère. Oui.
j'espère bientôt pouvoir suivre le fameux, Bah, la le masterclass fameux, déjà. le masterclass déjà, tu penses? Ouais, je vais rentrer direct là. Regarde, tu vois, ça commence. On me dit quelle supercherie. Lol, il a su que vous deux lits. Voilà, moi je En tout sors cas, directement. non, mais on plaisante, on met un peu de bonne humeur, évidemment, hein. Mhm. En tout cas, tu es le bienvenu dans la masterclass ou tout simplement à continuer à suivre les vidéos. J'essaye de donner aussi des pépites à tout un chacun et si vous en faites bon usage, ça peut déjà vous être grandement utile. Voilà. Et continuez à nous soutenir, à nous donner de cette force positive qui nous sert de carburant. Tant il est vrai que la route reste encore assez longue, comme tu l'as pu le souligner. La prochaine génération n'est pas encore ouverte, n'a pas encore les oreilles bien ouvertes. Ceci étant, on va y arriver petit à petit. Ça se diffuse petit à petit. Il faut juste tenir le coup. Le temps ne pardonne pas ce qui se fait sans lui. Voilà. D'accord? Merci à toi. Et merci à toi, mon frère. À bientôt. Bon, c'est ça. Oui. Je ne sais pas comment faire. Je ne connais pas. Là, non, même pas. Alors, je sais pas. Alors, est-ce que moi-même, je sais? Attends, oui, voilà. Hop. Alors, merci au frère d'avoir accepté de venir nous apporter son éclairage. Alors, je poursuis ma transmission des références. Donc, j'ai commencé avec, pour ceux qui viennent d'arriver, les lois naturelles de l'enfant de Céline Alvarez, la papesse de l'éducation, qui met l'accent notamment à travers 2-3 chapitres sur l'importance de la transmission du verbe pour permettre à l'enfant d'accéder à sa liberté et de ne plus la subir, la liberté émotionnelle. À cela s'ajoute choisir la liberté. D'accord. Un ouvrage, on va dire, parallèle, celui Louis Salamolins, Le Code Noir, non pas pour vous replonger, comme je l'ai dit, hein, dans cette période sombre, mais surtout la préface. Pourquoi? Parce que dans la préface, précisément, il évoque ce débat sur, oui, est-ce que les Noirs sont capables d'être libres? Le débat qui a eu cours à la veille de la liberté, de la libération, si je puis dire, ou en tout cas de l'abolition de l'esclavage. Et enfin, le dernier, pour ce soir, Paul Ricoeur, Philosophie de la volonté. C'est un livre un peu volumineux, un livre de philosophie. Philosophie de la volonté. Pourquoi philosophie de la volonté, qui aurait pu également s'intituler Philosophie de la liberté. Paul Ricoeur explique, dans les grandes lignes, hein, que la liberté n'est rien d'autre que la volonté. Bon, maintenant, là, je résume. Hein. Maintenant, cette volonté, je le répète, c'est comme un cheval fougueux. Il faut l'apprivoiser, il faut monter en selle. Et pour ça, il faut maîtriser les mots, il faut maîtriser l'écriture. Et avant tout, il faut mettre de côté, prendre ses distances, sauf si on se lance dans une carrière politique, avec cette idée de libération. Alors, j'écrirai les noms tout à l'heure des ouvrages. Alors, je vais l'écrire maintenant. Enfin, je les écrirai tout à l'heure. Je les écrirai tout à l'heure quand je vais poster le direct que je vais enregistrer pour ceux qui veulent. Je vais laisser monter une dernière personne. Alors, je crois qu'il... Et voilà des ouvrages quand même qui sont assez intéressants. Je vous invite au moins à les feuilleter. L'introduction, la conclusion. C'est une méthode hein, pour ceux qui veulent lire assez rapidement. Vous lisez l'introduction d'un ouvrage. Vous lisez également la conclusion. Ça vous donne déjà un bon élément. Alors, bonsoir cher frère. Bonsoir mon frère, comment vas-tu? Ça va très bien, merci et toi? Tu vas bien? Ouais, ça va, merci. Bah, franchement, je voulais te remercier pour tout ce que tu fais pour la communauté. Ça n'a rien à voir avec, je pense qu'avec le sujet de ce que tu as mis sur place, parce que je suis tombé sur le live. Je suis tombé sur le live par hasard, je rentre du taf là en fait. Ok. Bah, merci, hein, ça me touche, c'est gentil. Je rentre du taf, mais je voulais te féliciter et te remercier pour tout ce que tu fais pour la communauté, pour, comme tu le dis, apprendre à mieux s'exprimer et avoir plus de vocabulaire au sein de notre communauté. C'est très important ce que tu fais. Il faut des gens comme toi, il faut des entrepreneurs, il faut des personnes qui nous apprennent à s'exprimer et plein d'autres personnes. Et tu fais partie de ces personnes-là. Et je voulais monter pour te remercier en personne. Merci mon frère, ça me touche. Extraordinaire de ce que tu fais et continue comme ça. On te soutient. Merci, ça me sert de carburant, hein, ça me touche, hein, sois-en sûr. Je te remercie. La thématique du jour, c'était justement autour de la liberté.
sortir de la liberté destructrice incarnée par le ghetto, qui initialement était vécue comme une arme et qui, en définitive, se retourne contre nous et qui est voilà, une prison comportementale qui, certes, donne du swag quand on a 15 ans, 20 ans et à l'arrivée, eh bien, nous éloigne de la réalité de la société avec ce que ça implique de compétences et de savoir vivre et de savoir-être. Exactement, voilà, nous sommes tous malades psychologiquement sans le savoir. Voilà. Au sein de ces cités-là. C'est un peu ça la thématique du jour. Je ne sais pas si tu as suivi dès le départ, mais comme tu sors du boulot, je pense pas. C'est pour ça que je me suis permis de résumer un petit peu le contenu et à la fois pour ceux qui, comme toi, viennent de nous rejoindre. D'accord ? Merci beaucoup, mon frère. Merci, mon frère. Toi, merci et encore. Franchement, continue comme ça. Ben, on va essayer. Merci beaucoup. Lâche pas, compte sur moi. Bravo. Merci. Alors, l'art de la communication passe d'abord par l'art de l'écoute. C'est pas faux, très juste. Bonsoir, alors, bonsoir. Bonsoir, cher frère. Comment vas-tu? Oui, moi, c'est André du Sénégal, quoi. Ah, sois le bienvenu, mon frère. Oui. Moi, j'ai vu le travail depuis le Sénégal, vous, avec Beko Taboula. Oui. Bon, vous faites un joli travail, franchement. Et moi, je voulais qu'on ait du contact, mais j'ai pas pu, quoi. Bon, aujourd'hui, j'ai dit que ça le ferait de tenter de parler avec vous. Bon, c'est un gars que j'apprécie beaucoup. Et puis, par son éloquence, quoi. Bon, en tout cas, vous fournissez un bon travail et félicitations à vous. Bon courage, continuez comme ça. Je sais que c'est pas facile parce qu'en termes d'audience, vous n'avez pas assez d'audience en comparaison des autres célébrités ou bien des autres personnes. Mais continuez quand même, quoi. Ah non, bon, mais nous... la thématique aussi, j'aimerais bien comprendre pour que j'apporte ma pierre à l'édifice, quoi. Alors, la thématique d'aujourd'hui, c'était la distinction entre la libération et la liberté. La libération, c'est un processus politique qui vise à combattre une autorité qui nous empêche d'exister à travers des chaînes, à travers un système. Donc, c'est lutter contre l'esclavage, lutter contre la colonisation, parfois lutter contre l'impérialisme. Donc, ça, c'est le processus de libération. D'accord ? Donc, c'est une notion collective. Eh bien, il se trouve qu'on, quand on regarde bien l'histoire de notre peuple, aussi divers et diasporique soit-il, on est tellement concentré sur cette partie-là de l'histoire qui nous est propre et chère, qu'on oublie, qu'on passe à côté, à mon sens, du combat premier aujourd'hui qui consiste à dompter notre liberté individuelle. D'accord ? Donc concrètement, si je dois résumer de manière courte, on veut que nos présidents en Afrique tombent, d'accord ? Mais on n'est pas capable de nettoyer nos rues ou de ne pas pisser, ou ne pas faire pipi dans la rue ou d'être poli. Je résume, je caricature. Tu comprends ? Voilà. Donc le premier combat se situe à ce niveau-là, au niveau de la liberté individuelle. Par la liberté individuelle, on pourra ensuite, en tout cas c'est ma théorie, et le monde et l'histoire des populations qui ont pris leur destin en main, de l'Europe, des pays européens jusqu'à la Chine aujourd'hui, c'est dans cet élan-là qu'ils se sont construits. Par la liberté individuelle additionnée, on construit des écoles, des institutions et ensuite des gouvernements. Donc la liberté individuelle, le point de départ, c'est la maîtrise des mots. Sans la maîtrise des mots, on ne peut pas maîtriser ses émotions. Et ensuite, le deuxième élément, c'est avoir des modèles justement positifs, pas des modèles destructeurs comme les nôtres. On ne peut pas avoir pour modèle des rappeurs. Oui. Moi, déjà, à la base, moi, je suis rappeur déjà. Bon, moi, je fais du rap. Mais je ne me suis pas limité à ça. Parce que je voudrais servir d'exemple à mes semblables, bon, à mes frères, aux Africains, ou bien n'importe quelle personne, quoi. D'accord. Surtout les Africains, quoi. Parce que je sais que le rap seulement, ça ne suffit pas. Bien que ça soit ma passion, mais par exemple, imagine, quelquefois j'ai été le premier de ma classe. Bon, moi, je me suis dit, pourquoi me limiter qu'à ma passion alors que je pourrais servir quelque chose de positif? Bon, quelquefois même, je suis un peu lent,
pour sortir des chansons ou bien des trucs comme ça. Parce que souvent, je me suis concentré dans des livres ou bien comme des personnes comme vous, je vous suis. Ce qui fait que souvent, je n'ai pas assez de temps pour ma passion, pour les chansons, entre autres, quoi. Bon, par exemple, bon, quand je vous ai suivi, vous et de Contabula, j'ai pris comme vous de mentorat, quoi. Pourquoi me suffire seulement qu'au rap, alors que le rap n'apporte pas beaucoup de choses? Exactement. Si ça n'apporte qu'à moi. Comprenez? Et je comprends parfaitement et je te remercie pour ton témoignage. C'est très important que des frères comme toi apportent leur témoignage pour montrer que ce n'est pas parce qu'on passe, comme c'était mon cas jadis, comme c'est ton cas aujourd'hui, par un moment rap, par un moment ghetto, par un moment de rébellion, que c'est une fin en soi, qu'on ne peut pas ouvrir les yeux sur les exigences et sur surtout le bon chemin à emprunter pour s'élever. Donc ça, c'est quelque chose que je salue de ta part, mais merci pour ce témoignage. Et enfin, je te demanderai, s'il te plaît, en guise de conclusion, étant donné qu'il est déjà minuit 15, est-ce que tu peux délivrer à nos frères et sœurs qui t'écoutent un conseil de lecture, un titre de livre? Bon, un titre de livre, bon, moi, franchement, je suis plus... je lis beaucoup la Bible, quoi. Oui. Souvent, je lis beaucoup la Bible, mais souvent, il y a des livres que je ne continue pas à lire parce que je suis vraiment attaché à ma religion catholique. D'accord. Bon, oui, je suis vraiment attaché à ma religion catholique. Mais franchement, je n'ai pas lu un livre que j'ai continué, quoi, parce que les études ici, c'est vraiment serré, quoi. Je suis en psychologie et franchement, c'est serré, quoi. Ok. Bon, mais le conseil que je donne à mes frères, ce serait d'être des exemples. Si par exemple on a des potentiels positifs, par exemple on est intelligent, on sait certaines choses, bon, on ne devrait pas les laisser comme ça, quoi. On devrait les partager avec les autres, bon, les influencer. Ça peut passer de par nos statuts WhatsApp même. Il faut envoyer des messages positifs, les mettre en statut. Ça peut passer par Instagram. Bon, nous avons les réseaux sociaux, quoi. Réveillons-nous. Même si nous faisons du rap. Bon, en termes d'exemple, chez nous, les Africains, nous avons Jay-Z, nous avons Beyoncé, nous avons Mbappé. Et ça ne devrait pas suffire comme exemple, quoi. On est d'accord. Nous devrions avoir des exemples en termes d'entrepreneuriat, en termes d'intelligence, entre autres. Nous devons mettre ces choses-là en avant, quoi. C'est ça, essayer d'inspirer encore nos frères, quoi. C'est ça le plus important. Très bien. En tout cas, je te remercie pour cette ode à la pensée positive, à la transmission. Mais j'aimerais ajouter quelque chose encore, quoi. Oui, je t'en prie. Par exemple, ici en Afrique, bon, c'est très difficile d'être un exemple et qu'on te mette en avant. Ça, il faut être clair là-dessus. Alors, si tu peux me permettre, je note ce que tu viens de dire, étant donné que c'était une thématique qui m'avait effleuré l'esprit il y a 2-3 jours. Oui. Et que je compte mettre sur la table lors de l'un des prochains lives. Oui. Sur l'aspect, l'individualisme positif, la culture du héros, la culture du modèle, qui effectivement est très, très rare dans nos contrées, surtout dans l'espace francophone, alors que c'est par cette culture du héros qu'on peut inspirer des nouvelles générations. Et si on ne le fait pas à l'échelle institutionnelle par des bons modèles, eh bien aujourd'hui par Internet, des anti-modèles prennent le relais. Ça s'appelle les influenceuses. Oui. Ça s'appelle, voilà. D'accord. Donc effectivement, il y a une vraie thématique à traiter là-dessus. Oui, oui. Ok. Bon, je tenais à éclaircir là-dessus parce que vous, bien que vous soyez des Africains, mais vous ne vivez pas en Afrique quand même. Bon, nous qui vivons en Afrique, nous connaissons les réalités. Ici, tu as du talent, mais les gens ne te mettent pas en avant. Les gens te regardent comme ça, quoi. Par exemple, tu regardes les modèles de réussite. À savoir, par exemple, Sadio Mané ou bien Francis Ngannou. Vous voyez ces gens-là. Par exemple, ils ont été là, mais ils n'ont pas brillé ici. Ils ont brillé en Europe. Et pourquoi ça? Parce que l'Africain,
souvent ne voient pas le potentiel d'une personne, quoi. D'accord. Souvent, on te sous-estime ou bien on te néglige. Ok. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je vois, je prends note. Hein. Je suis en train de noter. Hein. Ouais. Rassure-toi, mon frère, tout ce que tu dis ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Ok, il y a beaucoup de problèmes ici, quoi. Même moi, j'ai beaucoup de choses que j'aimerais développer ou bien que j'aimerais mettre en place. Mais je ne pourrais pas arriver, quoi, parce que tu as du potentiel, mais tu n'as nulle part où exposer cela, quoi. Vous comprenez? Oui, non, je comprends parfaitement. Tu n'as nulle part où exposer cela. Et ici, par exemple, nos dirigeants, bon, ils sont dans la politique, c'est parce qu'ils veulent réussir. Ils veulent gagner de l'argent. Ok. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, je comprends. Et je t'invite à participer, si tu veux, la semaine prochaine. Je crois que je vais traiter de cette thématique. Oui, donc, si tu es là la semaine prochaine, tu seras le bienvenu. D'ici là, je t'invite à élaborer une réflexion un peu poussée. Je te laisserai la parole une quinzaine de minutes, 10 minutes. Mercredi prochain, à la même heure, à partir de 22h30, 22h45. Oui. C'est Ando l'officiel, mon compte officiel, quoi. Ok. Tu m'envoies un message sur Insta, s'il te plaît. Insta, oui, je t'envoie tout de suite un message. Voilà, tu m'envoies un message. D'accord. En tout cas, merci encore pour toi, cher frère, pour ton intervention très pertinente. Et que l'on va poursuivre, bien évidemment. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Aucun problème. On va les dire petit à petit, même si le plus important, c'est pas juste de dire. Hein. Nous, on transmet pour inspirer. Pour qu'ensuite, chacun individuellement fasse le travail sur le long terme de lecture, et d'élévation par la connaissance et l'accès à une compétence bien spécifique. Nous ne sommes pas là, je le rappelle. Mais excusez mon français quand même. C'est pas grave. Je suis au Sénégal, ici on parle Wolof. Je sais. Mais je me débrouille quand même. Quoi. Ok. Aucun problème. Mais à la prochaine. Je vous envoie tout de suite le message. Ok, merci. À bientôt. Ok. Bon, vous quittez ça, je ne comprends pas les fonctionnaires. Moi non plus, je t'avoue que je crois que c'est à toi de quitter. Hein. Tu dois y avoir un bouton pas loin, en haut, une flèche, non, en haut à droite, voilà. On est tous des hommes de Cro-Magnon hein, devant cette nouvelle technologie venue, donc le SAM. Bref, alors, le live d'aujourd'hui touche à sa fin. J'espère que vous y avez tiré pas simplement du plaisir auditif, mais surtout de la satisfaction intellectuelle. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. C'est un bon message, c'est toujours encourageant pour maintenir la motivation, étant donné que mon but, c'est pas juste de venir vous montrer mes moustaches, mes vestes et mes chapeaux. Hein. Ça, j'ai mon miroir pour ça. Non, mon but, c'est fondamentalement de dynamiser une nouvelle, bien que ce ne soit pas, je ne suis pas le seul, je le répète, eh bien, une nouvelle philosophie, un nouveau rapport au réel, en se tournant non plus sur l'idée de libération, mais plutôt sur la nécessité d'accéder à sa vraie liberté, la liberté de ses émotions par la maîtrise du verbe, la maîtrise de la réflexion, les deux choses, les deux faces d'une même pièce. Et par la transmission également d'informations, de références, en veux-tu, en voilà. Aujourd'hui, nous avons traité de cette distinction entre la libération et la liberté. Nous avons vu que, même s'il ne s'agit pas de cracher sur le travail des anciens, c'était une époque bien spécifique, on ne pouvait pas aller aux toilettes comme on voulait, on ne pouvait pas faire des études, donc il ne s'agit pas de remettre en question la légitimité du combat pour la libération, qu'on me comprenne bien. Simplement, aujourd'hui, la vraie liberté, voilà, c'est s'auto-entreprendre, c'est s'auto-prendre en main, c'est l'autodétermination par la liberté de nous-mêmes, par les mots, par ses émotions. Donc, j'espère que tout le monde a saisi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Si vous avez des idées de live, n'hésitez pas aussi à me les suggérer. Je suis ouvert à tous. Vous savez que c'est une table ronde. Je n'ai rien d'autre à rajouter, si ce n'est que notre route est encore longue, mais avant tout, elle est individuelle. Je le rappelle, ce n'est pas l'union qui fait la force, c'est l'union des forts qui fait la force de l'union. C'est individuellement, chacun doit d'abord prendre son destin en main, d'abord en lisant. Donc ce soir, on a vu Céline Alvarez, Les lois naturelles de l'enfant, Choisir la liberté, Ferdinand Savater, Le Code noir ou le calvaire de Canaan, Louis Salamolens, et enfin, Philosophie de la volonté, de Paul Ricoeur. D'accord ? Avec ça, vous avez de quoi
Vraiment, vous avez de quoi faire. Comme on dit, vous avez du matos. Vous avez du grain à moudre au moulin de votre réflexion. Entre autres, hein, entre autres ouvrages. C'était agréable de vous transmettre ce que j'ai pu vous transmettre. Et je vous dis tout simplement, si tout va bien, si Dieu le veut, à la semaine prochaine. Prenez soin de vous d'ici là. Faites de beaux rêves. Et surtout, noblesse oblige.